Des aveux, des viols, des corps retrouvés. Impossible de douter de la culpabilité de Michel Fourniret. Le forestier des Ardennes, violeur et assassin patenté, va enfin répondre de ses actes. Ici, à Charleville-Mézières. Il sera jugé pour 7 meurtres, 7 jeunes femmes tuées par un homme obsédé par une idée fixe, la virginité. La caricature du serial killer déviant, en somme. Pourtant, ce n'est pas un homme seul qui va venir s'asseoir sur le banc des accusés, puisque sa femme, sa complice Monique Olivier, y prendra place aussi. Le couple, que l'on a qualifié de diabolique, de maléfique, va sans doute se déchirer au prétoire. Et si la culpabilité de Fourniret ne fait pas de doute, le cas de Monique Olivier ne cesse d'intriguer. L'ogre cache-t-il une ogresse dans les Ardennes? Voici le récit ahurissant du parcours macabre de Michel Fourniret et Monique Olivier. C'est ici, sur cette route de Ciney, en Belgique, que la carrière incroyable de Michel Fourniret s'est terminée le 26 juin 2003 à cause d'un enlèvement raté. Celui que ses voisins considéraient comme le bricoleur sympa, toujours prêt à rendre service, a fait le faux pas. Dans quelques jours, la justice aura à se prononcer sur 7 meurtres commis par Michel Fourniret, mais aussi par sa compagne, l'étrange Monique Olivier. C'est un couple d'une incroyable perversité. Ils sont réellement fusionnels. Fusionnels dans leur amour et surtout fusionnels dans leur perversité, dans leur acharnement à tuer des jeunes filles. Ce jeudi après-midi, Marie Ascension, 13 ans, rentre chez elle après quelques courses dans la bourgade de Ciney. Sur son chemin, une camionnette blanche s'arrête à sa hauteur. Michel Fourniret est au volant. Il se présente comme un professeur de dessin, raconte qu'il est perdu et qu'il doit impérativement livrer un colis à la maison des frères des écoles chrétiennes. Marie Ascension est méfiante, mais bon, elle sait où c'est. Elle accepte de monter pour aider ce sexagénaire inoffensif. Enfin, apparemment. La petite se rend bien compte qu'elle ne va pas chez ses parents. Elle est ligotée par Michel Fourniret qui lui crie dessus, qui la menace, qui lui porte même quelques coups, qui lui dit « Je suis pire que Marc Dutroux ». Il la jette à l'arrière de sa camionnette, l'emmène dans les forêts proches du côté de Beaurain et la petite, terrorisée, en pleurs, s'agite, parvient à se libérer de ses liens et en carrefour où Michel Fourniret doit s'arrêter, elle parvient à sauter de la camionnette, à arrêter une voiture, elle se fait embarquer par une dame qui la prend en charge et toutes deux parviennent à identifier le numéro de plaque de la camionnette de Michel Fourniret. C'est là la fin du voyage de Michel Fourniret. Il m'a dit de m'asseoir par terre et il m'a attaché les mains. Et là, ça a commencé vraiment à l'énerver, alors il m'a mis derrière. J'ai vu que c'était marqué « Ouvrir ici ». Et j'ai appuyé dessus et voilà, c'est ouvert. Si j'avais pas prié, je sais pas si je serais encore là. Grâce au témoignage de Marie Ascension, la police belge retrouve vite le propriétaire de la camionnette blanche. Il s'agit de Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret. Quelques heures plus tard, les policiers arrivent à leur domicile de Sarre-Custine. Fourniret est immédiatement placé en détention provisoire pour enlèvement et attouchement sur mineur. Dès le lendemain, le commissaire Fagnard interroge Fourniret. Le policier qui a travaillé sur l'affaire Dutroux est très expérimenté. Il est vite intrigué par cet homme au comportement plus que bizarre. On a eu en face de nous quelqu'un qui pendant 2 ou 3 heures a conservé les yeux fermés en répondant après mûre réflexion à chacune des questions qu'on lui posait. Ça a duré comme ça des heures et parfois des jours. On l'a repris plusieurs fois et c'était toujours dans la première période le même genre de comportement, les yeux fermés, attendre, penser à sa réponse et la formuler. Il a toujours, quand on posait une question, calculé ce qu'il devait répondre, pas en dire trop, nous amuser quand même, essayer de nous balader. Il adore parler, s'écouter parler. Donc dans un premier temps et pendant des semaines et même des mois, on a un peu marché dans son jeu. On sentait bien que si on essayait de le brusquer, il s'enfermerait et puis on n'aurait plus jamais rien après. Le premier indice qu'ils ont, c'est évidemment la photo d'Estelle Mouzin, disparue de Guermantes en janvier 2003, qu'ils retrouvent dans l'ordinateur de Michel Fourniret. Ils ne donnent pas d'explication à la présence de cette photo.
Ils savent également qu'il s'est fait engager dans une école, l'école de Jodine, à Sarcustine-Jodine. Donc cette proximité, cette recherche d'enfants est également extrêmement préoccupante. La violence de l'enlèvement de Marie Ascension, l'attitude de Fourniret qui minimise des faits pourtant très graves. Pour le commissaire Fagnard, Fourniret a tout du pédophile dangereux. Il va donc enquêter et interroger plusieurs mois ce Français énigmatique. L'homme se présente comme forestier, mais les témoignages le disent surtout surveillant dans l'école de Sarcustine. Un nouvel élément va venir conforter les enquêteurs. À la frontière des Ardennes, les policiers ont noté les allées et venues incessantes de Fourniret ces dernières années. Or justement, on recherche depuis 2 ans un transfrontalier dans 2 affaires de meurtre. Les meurtres de Céline Saison et Manania Tumpong. Manania et Céline Saison, leurs corps sont abandonnés dans des forêts belges. Elles sont toutes les 2 enlevées dans les Ardennes françaises. Là, on a quelqu'un, Michel Fourniret, qui habite dans les Ardennes belges et qui résidait, qui est originaire des Ardennes françaises, qu'il connaît bien, qu'il connaît comme sa poche. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il a grandi. Donc là, il y a un élément objectif, un point d'interrogation en tout cas, qui, enfin, en termes policiers, qui se pose à eux. Ces bois de Belgique où ont été retrouvés les corps sont peu accessibles pour les promeneurs. Voilà donc un homme qui a tenté d'enlever une adolescente et qui maintenant se vante de connaître les forêts des Ardennes, sur le bout des doigts. Fourniret devient un suspect sérieux. La Belgique est en plein procès Dutroux et la pédophilie est un sujet plus que sensible. Au commissariat de Dinan, on ne lâche plus Fourniret. Mais les mois passent et il reste muet. L'attention des policiers va donc se porter sur le couple. Monique Olivier a l'air d'être sous la coupe de son mari. Les enquêteurs vont donc lui mettre la pression pour qu'elle craque enfin et révèle la véritable nature de son Fourniret de mari. On avait quand même le sentiment qu'on avait affaire à un maillon faible, peut-être faible, c'était son épouse. On a surtout axé l'enquête et les interrogatoires sur son épouse, qu'on a rencontrée très régulièrement, sans jamais la laisser longtemps sans nouvelles, en provoquant parfois des incidents pour essayer de provoquer entre eux, puisqu'elle allait voir la prison, pour essayer de provoquer des conversations entre eux. On avait pu placer des micros dans la salle où ils se voyaient. Alors les écoutes ont révélé presque tout, c'est-à-dire qu'il y avait de lourds secrets criminels entre les deux. Manifestement, il y avait une sorte de conciliabule entre le criminel arrêté et son épouse, sur laquelle d'ailleurs ne pesait aucune charge à ce moment-là, et on a bien compris à l'occasion de ces écoutes qu'il y avait des secrets et qu'il fallait impérativement, pour que la vérité éclate, qu'on les connaisse. Et c'est grâce à ces écoutes que les policiers vont coincer le couple. Les interrogatoires vont reprendre et s'intensifier. Monique Olivier comprend que les policiers ont appris des choses sur son mari. Elle se sent coincée. Elle est entendue depuis 4 ou 5 heures ce jour-là, quand elle passe les aveux pour les 2 gamines, 2 premières. Et ensuite, ça a été crescendo. Ensuite, dès le lendemain, on en a eu 6 ou 7 ou 8 en plus, quoi. La réaction de Michel Fourniret, quand Monique Olivier a avoué, a été surprenante pour les enquêteurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas contesté. À aucun moment, il a tout de suite joué en quelque sorte le gentleman en disant « si ma femme le dit, c'est que c'est vrai, je la respecte, et donc je confirme presque tout, puisqu'il n'a pas intégralement confirmé les aveux ». Le 30 juin 2004, Michel Fourniret avoue les meurtres d'Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desrameaux, Elisabeth Brichet, Natacha Danet et Farida Amish. 6 meurtres commis en France dans les années 80. Il va préciser les dates, les lieux et n'a oublié aucun détail. Les policiers belges n'en reviennent pas. Ils pensaient tenir un petit mec pédophile à la retraite et ils découvrent un tueur en série. Mais la liste macabre continue. 3 jours plus tard, Fourniret avoue avoir assassiné également Céline Saison et Manania Tumpong. En une semaine, 8 meurtres vont être avoués. Michel Fourniret et Monique Olivier deviennent aux yeux de l'opinion les diaboliques. Les aveux de Fourniret tombent évidemment assez mal. On est en pleine frénésie de l'affaire Dutroux, qui vient d'être condamné quelques jours plus tôt avec sa compagne. Mais par rapport à ce couple diabolique, Fourniret et Monique Olivier semblent un peu ternes. On dirait des instituteurs rigides. Qui est vraiment ce couple? Pourquoi ont-ils commis de tels forfaits? C'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Fourniret n'est pas bavard, on ne connaît de son enfance que ce qu'il veut bien en dire. Né à Sedan, en 42, le père est décrit comme un ouvrier modèle, quoique un peu porté sur la bouteille, la mère comme une femme légère. Bref, le jeune Fourniret n'a pas une enfance très drôle. Ses parents ont divorcé le jour de son 12e anniversaire
Et bon, l'atmosphère à la maison était très tendue, le père buvait un peu, la mère était particulière. Tout cela a fait un être plutôt replié sur lui-même, sombre, ombrageux et très dissimulateur et manipulateur. Et puis sa sexualité a toujours été très particulière puisqu'il s'est marié une première fois par correspondance, puis une seconde. Donc on peut concevoir une certaine difficulté à aborder les jeunes femmes par la séduction toute simple. Fourniret se marie 3 fois. Une première fois en 63 avec une infirmière, Annette, une seconde fois en 69 avec Nicole et la troisième avec Monique Olivier en 89. Il est donc le père de 5 enfants. Professionnellement, c'est un ouvrier spécialisé. Ajusteur dans des petites entreprises, il donne des coups de main à des ingénieurs et il est malin. On retrouve des collègues à lui qui nous expliquent que même si c'était un mec pas très intéressant humainement, au niveau boulot, il était super calé, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui, socialement, a une vie normale, quoi, je veux dire. La plupart du temps, les gens qu'ils l'ont rencontrés, sans savoir à qui ils avaient affaire, n'en ont pas gardé de souvenirs particuliers. C'est quelqu'un qui manifestement est intelligent, qui est assez discret dans sa façon de se présenter, et donc c'est un homme un peu passe-partout, et c'est sans doute ce qui l'a rendu d'autant plus dangereux. On est sur quelqu'un qui paraît dangereusement banal. Quant au passé de Monique Olivier, il est plus flou. Née en 48 à Tours, elle est mariée une première fois à un homme qu'elle décrit comme violent et avec qui elle aura 2 enfants. Elle le quitte et se marie une seconde fois à un Américain en mal de papier. Des unions ratées, douloureuses, avant de rencontrer l'amour, Michel Fourniret. En 1988, le couple part vivre à Floing dans les Ardennes. Gérard Cadet, leur voisin, les a bien connus. Un jour au matin, j'étais moi dehors en train de bricoler au jardinet ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai vu une voiture arriver avec une caravane. Et là, c'était, il y avait pratiquement rien. Il y avait juste une petite cabane en ciment, un genre d'abri de jardin, mais rien. Et puis il est rentré avec la caravane, il a installé la caravane, l'auvent, il y avait même un chien loup dedans. J'ai dit tiens, c'est bizarre, des gens qui viennent d'arriver à côté. Et puis les voisins nous ont dit, bah, c'est le propriétaire du terrain qui vient là. Et puis en fin de compte, il est resté, il a commencé à construire, il a refait un bâtiment, et puis il s'est implanté chez lui, parce qu'il était chez lui en fin de compte. Le couple s'installe et Jocelyne, l'accueillante femme de Gérard, tente de briser la glace avec sa nouvelle voisine, Monique. Elle ne regardait personne, elle était raide, elle était comme si elle était une femme qui avait un problème, quoi, qu'elle prenait des médicaments, qu'elle était dépressive, on ne sait pas. Et bon, après, elle a eu le petit qu'elle a accouché à Sedan, apparemment. Et c'est qu'après, quand elle est revenue là, qu'on a côtoyé ensemble, qu'on s'est vu, quoi. Et puis qu'on a parlé, quoi. Mais elle a toujours été bizarre, Monique, très bizarre. Disons qu'entre femmes, bon, on arrive toujours à se parler, mais bon, quand moi j'allais voir Monique en haut, bon, si Michel était là, je ne rentrais pas. Parce que, bon, plusieurs fois, j'ai dit à mon mari, je sais pas, j'avais un pressentiment, ça ne passait pas. Je sais pas, peut-être parce qu'il était trop froid, ça se peut, mais ça ne passait pas. J'avais toujours peur, quoi, plus ou moins. C'est dans cette maison, rachetée depuis par les Cadets, que vivent à l'époque Michel Fourniret et Monique Olivier. Le couple possède une pelleteuse et 2 voitures, mais au quotidien, ils vivent comme des miséreux. D'après les voisins, leur fils est parfois nourri au jus de patate et couche sur un matelas à même le sol. Alors ils prennent pitié et proposent leur aide pour garder l'enfant pendant que Monique et Michel sont de sortie. Et justement, le couple s'absente très souvent. Comme il faisait beaucoup de travaux, il partait souvent acheter des tuyaux, acheter du placo, acheter du plâtre, acheter du matériel. Donc c'est vrai qu'il partait souvent. Et c'était souvent qu'il me disait, est-ce que je peux descendre le gamin, est-ce que vous pouvez pas me le garder au soir, même cette nuit à dormir, ça posait pas de problème. C'était aussi bien le matin qu'il s'amenait, il n'avait pas d'heure pour l'amener. Et ça arrivait malheureusement qu'il y a des fois, il venait pas le rechercher. Alors on se posait des questions, je me suis dit, s'il a eu un accident ou quoi, ou qu'est-ce. C'est arrivé plusieurs fois. Ça arrivait souvent. Ça m'est déjà arrivé de lui poser la question, de lui demander, vous m'avez dit que tu venais le rechercher à 8h, enfin je suis 8h comme j'aurais trouvé un peu très bien une autre heure, et puis vous n'êtes pas venu, je me suis inquiété, je dis moi, vous n'avez pas eu d'accident, ou vous avez prolongé, ou... Et il me répondait carrément, ça ne te regarde pas, si on te le demande, tu diras que tu sais pas.
Bon, c'est sûr qu'avoir comme voisin Michel Fourniret, il y a peut-être mieux. En attendant, leur vie sentimentale à Michel et Monique n'est pas encore publiquement scandaleuse, mais elle n'est pas simple. Il faut dire que depuis 1966, Michel a contracté une sorte de maladie, de perversité. Il a été condamné à de nombreuses reprises pour des attouchements, parfois sur mineurs, pour des tentatives de viol. Il connaît bien la zonzon, comme on dit. Voici l'itinéraire d'un pervers. En 1966, Michel Fourniret est marié depuis 3 ans à sa première épouse lorsqu'il cède à sa première pulsion. Il enlève une gamine à Nantes et tente de la déshabiller. Cette première agression brise son mariage avec Annette et lui vaut une condamnation quelques mois après les faits. Cet épisode marque le début d'une longue liste d'agressions sexuelles et d'attentats à la pudeur. Condamné à nouveau en 73 à Verdun pour exhibitionnisme, Fourniret se cherche, se teste. On a le sentiment qu'à partir des années 80, il va vraiment franchir un cap. Le premier cap, c'est qu'il va passer en quelque sorte de son statut de voyeur un peu furtif et timide au violeur, puisqu'il va notamment violer Daïna Le Guénan, qui est une victime extrêmement courageuse, puisqu'encore aujourd'hui, elle a contribué à ce qu'on connaisse mieux la personnalité de cet homme. L'épisode Daïna Le Guénan se déroule en septembre 82. Michel Fourniret vit désormais à Clairefontaine avec Nicole, sa deuxième épouse. On le remarque souvent la nuit, sillonnant les environs à bord de sa voiture. Mais le soir du 4, Fourniret veut aller plus loin, passer à l'acte. Pour attraper sa proie, repérée en gare d'Épernon, il va monter un scénario absurde. Il se dit en fuite, poursuivi par la police. Il menace sa jeune victime en brandissant une fiole de vitriol et parvient ainsi à la faire monter de force dans sa voiture. Daïna n'a alors que 14 ans. Il a commencé à me parler de lui, essentiellement, qu'il n'avait plus confiance en l'être humain parce qu'il avait été trahi à de multiples reprises, et notamment lors de son mariage, son premier mariage. Et puis à un moment donné, il me dit, je vais laisser la voiture là, je vais vous laisser là, et puis je vais bien trouver un pecno qui va venir vous chercher, ou je sais pas quoi. Et il me dit, mais avant je vais vous attacher, et puis on va faire un simulacre de viol, comme ça on va pas dire que vous étiez ma complice. Et jusqu'au bout je le crois, parce que d'abord il parle calmement, il n'est pas menaçant, pas insultant. Il continue à me vouvoyer, à me donner du mademoiselle. Et donc jusqu'au bout, je le crois quand il dit que ça va être un simulacre, quoi. Et donc avant, il me demande si je suis vierge. Et avec ce qu'il m'a dit précédemment, qu'il était à la recherche du mythe de la virginité, logiquement, je lui dis non. Et ça ne l'a pas empêché de m'attacher. Donc tout était prêt, hein, les liens étaient... les cordes étaient prêtes, attachées sous le siège, enfin tout était mis en place déjà. Et puis voilà, quoi, en fait de simulacre, il a baissé mon pantalon, il s'est allongé sur moi, et voilà, quoi. Michel Fourniret vient de passer de la tentative au viol. Il a franchi un cap dont il ne reviendra plus. Mais si sa victime parle, son témoignage risque d'anéantir à nouveau son second mariage. Alors, il tente d'émouvoir Daïna. Après tout ce qui vient de se passer, ça n'est pas grave, lui dit-il. Il me fait entendre que si je porte plainte, tout son foyer va être détruit et tout ce qu'il a construit patiemment va être totalement anéanti. Et moi, je l'écoute et je suis prête à lui promettre ce qu'il veut, quoi. Enfin, je lui dis oui, d'accord, je porterai pas plainte. Oui, c'était pas si grave. Et en fait, il m'a déposé à, je sais pas, peut-être 100 mètres de chez moi. Et quand je suis descendue de la voiture, pour dire à quel point il est... Enfin, avec le recul, hein, je me dis, il a su me manipuler et su me convaincre de la non-importance de ce qui venait de se passer. Je lui ai souhaité bonne chance. Je lui ai dit merci de m'avoir accompagnée. Et je lui ai souhaité bonne chance. Mais Daïna va se reprendre, elle va parler. À l'époque, Fourniret a déjà un casier judiciaire impressionnant, plus d'une dizaine d'agressions sexuelles. Mais c'est Daïna qui va permettre de l'arrêter. En mars 84, il est incarcéré à Fleury-Mérogis et comme prévu, sa deuxième épouse demande le divorce. Pendant sa détention, il va devenir un prisonnier modèle qui ne cesse d'écrire au juge de longues lettres alambiquées et un tableau récapitulant, dans le détail, toutes ses agressions. Fourniret le dit, le viol de Daïna Le Guénan est à l'époque son cas le plus grave. Je suis effectivement celle, enfin a priori à l'époque en tout cas, sur laquelle il est allé le plus loin. Et
Et voilà, enfin, il a été au bout, il a eu du plaisir, voilà. Et pour lui, c'est comme toutes ses tentatives avant avaient avorté. Voilà, j'étais dans son scénario idéal, quoi. Ce soir-là, Michel Fourniret croit avoir découvert le mystère de la virginité. C'est son obsession depuis toujours. Pendant son incarcération, il le répète inlassablement au psychiatre qui l'expertise. Il a vécu un traumatisme la nuit de ses premières noces en découvrant que sa première femme, Annette, n'était pas vierge. Un affront insupportable dont il prétend ne s'être jamais remis. On sentait une volonté de confier son problème fondamental qui tenait en un mot la recherche de la virginité, qu'il n'avait pas connue. Il disait qu'il était dans la quarantaine et puis qu'il se sentait vieillissant et qu'il voulait absolument rencontrer ce qui pour lui est un mystère, avec un grand M. C'est pendant cette période que Michel va rencontrer Monique. La rencontre entre Michel et Monique est absolument dingue, inexplicable. Cette femme cherche l'amour au travers d'une correspondance avec un détenu de Fleury-Mérogis, Michel Fourniret. Elle sait très rapidement qu'il a été condamné pour agression sexuelle. Cela ne la rebute guère. Mais le pire est à venir. La correspondance entre Michel et Monique s'intensifie. De sentimentale, elle devient presque chaude, graveleuse. Michel se fait insistant et il propose que lorsqu'il sortira de prison, Monique l'aide à trouver de jeunes vierges. Il appelle ça des membranes sur pattes. C'est grâce à une annonce publiée dans la page Rencontre du Pèlerin Magazine du 12 septembre 86 que va naître la relation entre Fourniret, le prisonnier de Fleury, et Monique Olivier, la garde-malade du sud de la France. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Leurs lettres enflammées vont vite prendre un tournant morbide. Lorsqu'elle le rencontre alors qu'il est incarcéré, elle cherche en délinquant sexuel avec lequel entretenir une relation, peut-être d'abord d'amitié, ensuite durable, à se marier avec lui. Il y a une fascination pour ce type de personnage du pire, et il y a comme une émulation qui va naître entre eux. Et puis on a des pièces dans la procédure qui ressemblent étonnamment, en effet, à des engagements solennels de part et d'autre sur un fond criminel, ce qui là encore est, je crois, sans précédent en France en tout cas. Dans ces courriers, l'avenir est écrit. Il dit déjà, enfin bon, ils ont convenu d'une espèce de pacte, et c'est en connaissance de cause qu'elle le rencontre à sa première sortie en congé, et puis qui se retrouve après, et puis la machine est lancée, et en 2 ou 3 mois, il y a 2 ou 3 gamines qui sont enlevées et tuées, avec une totale collaboration de la part de Monique Olivier. Et cette montée en puissance n'attend plus que la libération de Fourniret pour se révéler. 4 mois seulement après sa condamnation dans l'affaire d'Aïna Le Guénan, Fourniret, qui a déjà purgé 3 ans de prison, peut sortir. Le 22 octobre 1987, le détenu modèle Michel Fourniret sort de prison et retourne à la vie civile. Il ne va rester tranquille qu'1 mois et demi. Le 11 décembre 1987, Isabelle Laville disparaît à Auxerre, selon le plan millimétré, diabolique, mis au point par les 2 amants, Michel et Monique. Michel et Monique se connaissent depuis 1 an à peine, quand ils fomentent leur premier meurtre. Dès la libération de Michel, ils partent vivre dans l'Yonne, à Saint-Cyr-les-Colons. Sans revenu, ils vivent très modestement. Mais Michel n'a qu'une idée en tête, trouver une MSP comme ils disent. Monique lui a promis de l'aider dans cette quête ignoble. Le 11 décembre 1987, la camionnette des Fourniret fait la ronde dans Auxerre. Isabelle Laville a 17 ans, elle quitte le collège et rentre chez elle. Elle n'a que 800 mètres à faire, mais elle est arrêtée en chemin par Monique Olivier, seule dans sa voiture, qui demande son chemin à la jeune fille. Celle-ci monte à bord en toute confiance. Le but dans la quête de la jeune femme est certainement qu'elle monte seule dans la voiture. C'est-à-dire certainement, en aucun cas, le propos n'est de la prendre de force. Il faut qu'on l'invite, et ça dans le processus Fourniret c'est systématique, il faut qu'on l'invite et qu'elle accepte de pénétrer dans la voiture. Et il faut qu'elle se rende compte petit à petit qu'elle est tombée dans un traquenard. Pour ce faire, le couple a concocté un scénario très au point pour attirer sa victime. Voilà Fourniret, posté un peu plus loin sur la route, un bidon à la main, feignant la panne d'essence. Monique lui propose de l'aider, il entre dans la camionnette, le piège se referme sur Isabelle. Son plus grand plaisir
réside dans l'idée qu'il se fait de ce que la personne est en train de penser et de sa puissance sur la pensée du moment. Hein, c'est le fait d'agir sur l'angoisse. Après avoir joué les rabatteuses, Monique Olivier aurait eu un rôle encore plus sordide. Elle aurait vérifié la virginité d'Isabelle au cours d'une sorte d'examen gynécologique. Un dévouement sans limite, puisqu'elle n'aurait pas hésité à le mettre en condition optimale afin qu'il puisse accomplir son forfait. Quelques heures plus tard, Isabelle Laville est tuée dans la maison du couple. Fourniret se débarrasse seul du corps qu'il jette dans un puits. On ne le retrouvera que 9 ans plus tard. Je pense que c'est ce jour-là où, pour la première fois de sa vie, il a atteint l'orgasme absolu où il a eu le pouvoir de décision. Il est allé au bout de l'agression, il l'a finalisé et il a décidé. C'est-à-dire que là, il n'a pas éjaculé précocement, il n'a pas, là, il a eu le pouvoir de vie ou de mort. Il a découvert ce que c'était, de décider de la vie de quelqu'un, quoi. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus fort que pour lui, que n'importe quel orgasme sexuel qu'il aurait pu avoir. Et je pense que c'est pour ça qu'il a continué, ouais. Michel Fourniret vient enfin de trouver son vrai plaisir, c'est le meurtre. L'orgasme indéfinissable qu'il lui procure le pousse à chercher de nouvelles victimes, partir en chasse comme il dit. Le 3 août 88, nous sommes en fin d'après-midi. Fabienne Leroy est une jeune étudiante de 20 ans qui quitte son stage de formation à Châlons en Champagne. Fourniret repère sa victime et attend le moment propice pour répéter son scénario. C'est le même que pour Isabelle. Monique Olivier est enceinte. Son ventre rond sert d'appât rassurant. La jeune fille monte dans la camionnette, son corps est retrouvé le lendemain par les hommes du capitaine de gendarmerie Joël Vaillant à 60 km du lieu de l'enlèvement. Nous sommes sur le terrain militaire de Mourmelon, à bordure d'une route qui relie Mourmelon à Saint-Hilaire-le-Grand. Et c'est à cet endroit qu'a été découvert, donc le 4 août 1988, le corps de Fabienne Leroy. Il était allongé, ce sont des militaires en manœuvre qui ont découvert le corps. Il était allongé quand les enquêteurs sont arrivés. Elle portait des liens, de la ficelle au poignet. Elle était habillée, son corsage était partiellement déchiré. Elle avait une tache de sang en hauteur du sein gauche. Et elle présentait dans chaque avant-bras une trace rouge, laissant supposer qu'elle avait été vaccinée ou reçu une piqûre il y avait peu de temps. Nous avons essayé d'identifier l'origine de ces 2 traces rouges. Nous avons fait tous les services médicaux de la Champagne-Ardenne. Nous n'avions pas réussi jusqu'à l'arrestation de Michel Fourniret. Michel Fourniret, dans la confrontation, quand je pose la question, explique que il lui a fait des injections d'air pour essayer de la supprimer et de la tuer par une embolie. Moi, je ne pense pas ça. Je pense simplement qu'il a essayé de lui faire peur, d'agir sur elle, de simuler une injection de quelque chose pour qu'elle ait l'inquiétude de ce qui était en train de se passer. Et puis ça va monter, et ça va aboutir à un meurtre après une tentative toujours avortée de relations sexuelles. Dans la tentative de relation sexuelle, Monique Olivier a toujours son rôle. La tentative est avortée parce que Michel Fourniret, il n'est pas là pour ça et qu'il n'est pas capable sexuellement de violer ses victimes à ce moment-là. Et puis, on termine et on tue. Alors Fourniret mêle la perversion au sadisme. Il va de plus en plus loin dans l'horreur, innovant de nouvelles techniques pour aboutir à une mort toujours plus lente et cruelle. Et Monique, dans tout ça, c'est une partenaire essentielle. Le rôle d'une femme avec un tueur en série, en France, et même aux États-Unis, quand on regarde les statistiques, est assez rare. Mais lorsqu'elle participe à ce genre d'action, on peut dire que le scénario est diabolique. Parce qu'elles apportent, je dirais, de la crédibilité à l'approche de la victime par le fait qu'elle soit une femme. Et de ce fait, elles assouplissent, j'allais dire, la veillance ou l'attention de la victime, et elles deviennent une proie beaucoup plus facile. Donc, les femmes, là, ont un rôle redoutable. Leur satanique méthode d'enlèvement va servir inlassablement pendant 3 ans. Les victimes tombent dans le piège monstrueux. Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans, enlevée à Charleville-Mézières le 18 mars 89. Elisabeth Brichet, 12 ans, enlevée à Namur le 20 décembre 89. Et Natacha Danet, kidnappée le 21 novembre 90 à Nantes. Toutes violées puis tuées. Chacune d'elles aurait fait confiance au couple, qui n'hésite pas à faire jouer un rôle à leur bébé dans le scénario. Un coup, il est malade et a besoin de soins urgents.
C'est à la victime d'orienter le couple chez un médecin d'urgence. Un mensonge qui permet d'attendrir et de rassurer encore plus leur proie. Alors comme ça, 5 victimes et puis plus rien. Ça, c'est la théorie de Michel Fourniret. Il dit qu'il a eu une période d'abstinence. En attendant, en 2000, ça redémarre avec la découverte du cadavre de Céline Saison. Entre l'assassinat de Natacha Danet et le prochain meurtre de Michel Fourniret s'écoulent 10 années. 10 ans de zone d'ombre que les enquêteurs cherchent encore à éclaircir. On sait juste que pendant cette période, Fourniret agit seul. Il agresse et tente d'enlever de nouvelles proies. En 91, 94, 95 et février 2000, des affaires qui ne lui vaudront qu'une seule condamnation. Fourniret est en pleine mutation. Il se prépare à agir sans Monique. Moi, je crois qu'il y a vraiment 2 phases. Il y a une phase dans laquelle il a besoin d'elle et ils vont ensemble sur l'acte. Puis il y a une deuxième phase où il suffira pour lui de raconter ce qui s'est passé, de ramener éventuellement des affaires, de ramener des trophées qui suffiront à sa jouissance et à sa participation à elle. Par contre, elle ne sera jamais totalement absente. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y va, elle sait ce qu'il s'est passé et elle est intellectuellement, en tous les cas, associée à la démarche. La période d'accalmie prend fin le 18 mai 2000. Ce jour-là, Fourniret semble subitement être repris par sa pulsion meurtrière. Cette fois, il agit seul, mais il parvient à faire monter Céline Saison, âgée de 18 ans, dans sa camionnette. Un an plus tard, le 5 mai 2001, il recommence toujours seul, en enlevant Manania Tumpang, 13 ans, à Sedan. Les cadavres des jeunes filles seront retrouvés en Belgique. Monique Olivier n'est plus sur les lieux du crime. Elle élève tranquillement leur enfant, qui a maintenant 10 ans. Mais Fourniret lui raconte tout, dans le détail. Avec la bénédiction de Monique, Michel Fourniret ne fait pas qu'assouvir ses pulsions meurtrières et sexuelles. Michel Fourniret va plus loin. Il est très malin. Il quitte parfois la région des Ardennes pour aller sur d'autres terrains, histoire de faire passer ses crimes pour ceux d'autres tueurs. Fourniret a suffisamment côtoyé la police pour savoir parfaitement comment lui échapper. Mais il va plus loin. Il s'inspire désormais des récits des crimes d'autres tueurs, lus dans les pages faits divers des journaux. Dans l'affaire Fabienne Leroy, il a entendu parler d'une série de meurtres commis à Mourmelon. Des meurtres qui seront plus tard attribués à Pierre Chanal. Fourniret déposera le cadavre de la jeune femme dans ce périmètre pour créer la confusion auprès des enquêteurs. Et il renouvellera la technique sur d'autres meurtres. Regardez bien les 3 premiers meurtres. Isabelle Laville, c'est sur le territoire d'Émile Louis, et ça va être une disparue dans l'Yonne. Natacha Danet, c'est la reproduction des coups de tournevis que Francis Hall m'a donné à une baigneuse sur une plage de Vendée. Et Fabienne Leroy, on la retrouve sur le camp militaire de Mourmelon. Tout ça n'est pas du hasard. De 2 choses une, soit c'est pour essayer de se dissimuler, mais je n'y crois absolument pas. Dissimuler la victime, oui, mais se dissimuler soi, gérer l'enquête, non. C'est surtout pour manipuler jusqu'au bout. Ça, c'est la thèse tirée du film Copycat. C'est la technique de se faire passer pour un autre. Je suis dans l'Yonne, je fais semblant d'être Émile Louis. Je suis à Mourmelon, je fais semblant d'être le chef Chanal. Sauf que, soyons sérieux, à l'époque, Émile Louis, personne ne le connaît, il n'a pas encore été arrêté. Donc Fourniret n'a pas pu le copier. En revanche, ce qui fascine tout le monde, c'est l'extraordinaire intelligence du crime de Michel Fourniret et son don pour la dissimulation. Fourniret le sait, sans cadavre, les enquêteurs, bien sûr, sont démunis. Alors le plus souvent, ils s'en débarrassent. On l'a vu, le corps d'Isabelle Laville sera retrouvé des années après sa mort dans un puits. Ceux de Jeanne-Marie Desrameaux et d'Elisabeth Brichet dans le jardin du tueur, en juillet 2004. Fourniret s'adapte sans cesse aux situations. Il change de mode opératoire parfois, il choisit la strangulation, d'autres fois le couteau ou d'autres fois le pistolet. Il est insaisissable. À ce jour, personne n'a été capable d'identifier chez Michel Fourniret une signature criminelle visible de l'extérieur. C'est-à-dire une espèce de carte de visite qu'il aurait laissée sur chaque crime et qu'on retrouverait à chaque fois. Elle doit exister, mais je pense qu'on ne l'a pas vue, ou on ne l'a pas comprise, ou elle n'est pas visible, ou elle n'est pas publique. On sait qu'il ne rechigne pas au viol, au meurtre, mais aussi au cambriolage. Il va un jour tenter de tuer quelqu'un pour prendre de l'argent pour faire de l'essence, par exemple. Donc c'est assez original, c'est quelque chose qui a beaucoup contribué à troubler l'enquête, évidemment. C'est quel est l'homme qu'on recherche? Le braqueur,
le violeur, l'assassin, il est tout à la fois. Et en ce sens, c'est vrai que c'est un dossier qu'on n'en voit quand même pas beaucoup. Et le procureur général Charpenel n'est pas au bout de ses surprises. Il découvre au cours de l'enquête que Michel Fourniret est aussi capable de crimes crapuleux. Il oublie volontiers sa quête de vierge et se transforme en voleur quand il le faut. Et dans ce domaine, il est capable de doubler une bande aussi organisée que le fameux gang des postiches. Parmi les épisodes invraisemblables mais vrais de l'affaire Fourniret, il y a l'épisode de la récupération du trésor qui s'est révélé, on a pu le vérifier au moment de l'enquête, être le butin du fameux gang des postiches qui dans les années 80 pillait les petites agences bancaires et volait des louis d'or et des lingots. Une partie de cet argent avait été dissimulée par la bande, dont la plupart des membres avaient été arrêtés, dans une tombe dans un cimetière de la région parisienne. Pendant sa détention à Fleury-Mérogis, Fourniret est le pointeur, harcelé par les codétenus. Son voisin de cellule, Jean-Pierre Elgouarch, est un truand respecté, qui devient vite son protecteur et lui évite les coups des autres détenus. En échange, quand Fourniret sort de prison, Elgouarch lui a demandé un petit service. Il doit se rendre avec l'épouse du truand, Farida Hamish, au cimetière de Fontenay en Parisie. Leur mission, déterrer le trésor du gang des postiches, des louis et des lingots d'or cachés dans la jardinière d'une tombe. Fourniret ignore la provenance de l'argent, il se contente de donner un coup de main et doit recevoir 76 000 € pour ce service. Mais appâté par le gain, Fourniret se ravise. Il va faire un règlement de compte pour récupérer tout le magot pour lui. Donc il attire Farida Hamish, il lui dit qu'il a des armes à les récupérer en forêt de Rambouillet et qu'elle doit l'aider puisque lui a rendu service, elle doit lui rendre service. Farida Hamish part avec Michel Fourniret et puis elle en revient jamais. Il la fait sortir de la voiture, il l'emmène soi-disant à la cachette d'armes pour déterrer les armes et il la tue avec une baïonnette, il finit par l'étrangler et il jette son corps dans un fossé. Fourniret se débarrasse de Farida Hamish. Il fait croire qu'elle s'est enfuie tout simplement avec l'argent. Et personne n'imagine qu'il a mis la main sur ce trésor. Et le cadavre de l'épouse d'Elgouarch manque toujours à l'appel. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce butin quand même, équivalent, enfin d'après un des postiches, Marguerite, il me dit qu'il y avait 600 à 800 millions d'anciens francs dans cette boîte à outils enterrée dans le cimetière, qu'il y avait 34 lingots d'or et des milliers de pièces d'or. Fourniret et madame a vécu toute sa carrière criminelle, en fait, sur le magot du gang des postiches. Avec l'argent, Fourniret et Olivier s'offrent le château de Sautou à Donchéry dans les Ardennes françaises. Quand ces RMistes arrivent chez le notaire avec, dans une valise, 190 000 € en billets neufs, étonnamment, personne ne pose de questions. Le couple Fourniret-Olivier manque totalement de discrétion. Et pourtant, cela n'éveille aucun soupçon. Alors, soit ce sont des génies du crime, soit la police est un peu nulle. C'est vrai quand même. Depuis 66, Fourniret a cédé à toutes ses pulsions sans être vraiment inquiété par la police et la justice. S'il a été condamné plusieurs fois, les faits les plus graves sont passés complètement inaperçus. Quant à Monique Olivier, elle est inconnue des services de police. Face à tel manipulateur, que peut faire la justice ? C'est la conjonction de deux intelligences un peu diaboliques, deux intelligences fortes, deux personnalités fortes qui ont réussi à mettre en commun effectivement tous les moyens pour déjouer toute enquête possible. Et encore une fois, même si on les avait soupçonnés, je ne suis pas certain malheureusement que cela aurait suffi pour les mettre hors d'état de nuire. Des soupçons qui auraient peut-être été quand même un bon début. Car les occasions n'ont pas manqué de rappeler à l'ordre ce délinquant sexuel. En 87, Fourniret sort de prison sous le régime de la libération conditionnelle. Normalement, il devrait pointer chez un juge d'application des peines. Pourtant, du jour au lendemain, il ne se présente plus au tribunal. Envolé le Fourniret. Quelqu'un qui sort d'une peine criminelle, qui arrête de pointer alors qu'il est en libération conditionnelle, c'est quelqu'un qui se sent dans une espèce de système d'impunité. Bon. L'impunité, c'est une des marques du sentiment de toute puissance. Et puisqu'il est tout puissant, pourquoi irait-il continuer à pointer? Pourquoi ferait-il bonne figure? Donc c'est vrai qu'on aurait pu peut-être se poser des questions. On aurait pu s'intéresser en tous les cas à ce condamné qui ne respectait pas ses obligations. Il y a une accoutumance criminelle sur lui, c'est le propre de tous les criminels qui ne se font pas prendre rapidement, à savoir, ça marche une fois, ça marche deux fois, eh bien on va essayer une troisième fois, une quatrième fois, et tant que ça va, ça passe, et on devient plus audacieux. C'est la logique de tous les criminels en série qui n'ont pas de rappel à l'ordre suffisamment précoce. Et pourtant, la police n'est jamais très loin. En 89, la réalité dépasse à nouveau la fiction.
le service antiterroriste s'intéresse de près au truand El Gouarch. Les policiers, connaissant ses liens avec Fourniret, décident de perquisitionner le château de Sautou. Ils cherchent des armes, des documents, mais ne trouvent rien. Ils repartent sans se douter qu'ils viennent de croiser un serial killer. Fourniret a beaucoup de chance, d'autant plus que son casier judiciaire va s'effacer peu à peu. Plus les faits sont graves, plus il passe facilement entre les mailles du filet policier. Michel Fourniret, arrivant en Belgique en 92, n'aura plus de casier judiciaire. Il n'en a pas plus en 89, lorsqu'il est arrêté en France, dans l'est de la France, où il agresse une infirmière de nationalité suisse. Il encourt pour cela 2 mois de prison. Le juge qui le condamne ne sait pas quel criminel il a face à lui, car il n'a plus de casier judiciaire. Et là, il y a un énorme point d'interrogation. Qu'est-ce qui a motivé les services du garde des Sceaux à le rayer du casier judiciaire? Tout simplement, il a profité de la loi telle qu'elle était à l'époque et qui prévoit un effacement automatique au bout d'un certain nombre d'années s'il n'y a pas de nouvelle condamnation. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'avantage de commettre des crimes sur une longue durée et de ne pas être arrêté tout de suite. Et donc, quand il a été arrêté, on est quand même au début des années 2000, eh bien, son casier vient de retrouver sa virginité. Et donc, officiellement, si les dossiers existent toujours, la trace dans le casier a disparu. S'il a de la chance, Fourniret est aussi très rusé. À l'époque, il ignore que son casier judiciaire est redevenu vierge, mais il s'arrange pour que les policiers français perdent sa trace en partant vivre en Belgique. Fourniret aime jouer et il garde la main. Depuis son arrestation, il sait que l'affaire tient uniquement sur ses aveux et ceux de son épouse. Les policiers et les magistrats ne sont pourtant pas dupes. Mais pour obtenir de nouvelles informations, il faut parfois se plier aux règles du jeu du psychopathe. Fourniret joue beaucoup aux échecs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prépare toujours qui a toujours 3 ou 4 coups d'avance. Et donc ça, il faut que ses interlocuteurs le sachent. Pour essayer, naturellement, même si on n'est pas soi-même joueur d'échecs, d'anticiper un petit peu. Donc c'est toujours un peu psychologiquement très éprouvant et très compliqué d'interroger ou ne serait-ce même que de discuter avec Michel Fourniret. Que ce soit lors des interrogatoires ou des reconstitutions, lorsque Michel Fourniret se décide à collaborer, il prend un évident plaisir à diriger les opérations. De manière très, très étrange, lorsqu'on avait creusé à l'endroit où il nous avait indiqué que se trouvait Elisabeth et qu'on ne trouvait pas, il était presque 7 heures du soir et la grue creusait toujours. Et nous pensions que, véritablement, il nous avait raconté des histoires et on était prêt à le ramener en Belgique, d'ailleurs, pour reprocéder à de nouveaux interrogatoires. On ne pouvait pas le faire sur le territoire français. Et à ce moment-là, il nous encourageait en disant « Mais non, pas question, je vous dis la vérité, cherchez là, et grattez un peu, etc. » Et donc, c'est vraiment lui qui a dirigé l'opération, qui nous a permis de retomber sur, ou de découvrir, en tout cas, le cadavre d'Elisabeth. On a trouvé le 2e corps. C'est donc 15 ans d'enquête qui viennent d'aboutir. Monsieur le procureur du Roi vient d'appeler les familles. Je crois que la journée a enfin rempli tous les objectifs qu'on s'était donnés. Donc voilà une enquête qui est maintenant sur des bases extrêmement positives. Ce jour-là, les cadavres de Jeanne-Marie Desrameaux et Elisabeth Brichet ont été retrouvés dans les jardins de Sautou. Mais cette collaboration a un prix beaucoup trop élevé pour Daïna Le Guénan. Quand il ose dire non, je me déplacerai pas à une reconstitution tant qu'on n'aura pas réparé ma maison de Sarcustine, non, et ça veut dire quoi? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Alors cessons de le faire passer pour un grand joueur d'échecs, manipulateur, voilà, et super intelligent. Il n'est pas super intelligent. En lui laissant un peu l'illusion de croire qu'il dirige tout, on arrive à un résultat positif. Il faut savoir aussi ne pas aller trop loin dans cette direction et ne pas se laisser manipuler par lui et le laisser conducteur de travaux jusqu'au bout de son procès. Ça, bien évidemment. Qu'il ait pu croire à un moment, ou que l'on ait pu croire que c'est lui qui dirigeait, c'est tout à fait conscient et volontaire, et ça a été efficace. Alors, pas pour tout, naturellement, et malheureusement, j'aurais souhaité beaucoup plus de résultats. J'en ai quand même obtenu un certain nombre, et cela, je m'en félicite pour les familles des victimes. Est-on au bout des découvertes macabres? Tout le monde craint que le couple de tueurs n'ait semé bien d'autres cadavres sur sa route. Fourniret se tait, mais dans son entourage, on a des doutes. Il a indiqué aux enquêteurs que c'est dans sa maison de Floins qu'a été violée Elisabeth Brichet. Les gendarmes l'ont fouillé, en vain, mais le voisin, lui, pense qu'il y a d'autres victimes. On ne sait pas s'il y en a encore qui sont enterrés là, parce que moi je ne crois pas ce qu'il dit. Il est tellement menteur, il a tellement menti à tout le monde, qu'il est capable d'en avoir laissé là. Et il est capable d'en avoir tué des autres qu'on connaît, qu'on ne sait pas. Et à chaque fois que je rentre là, à chaque fois que mes enfants y rentrent, obligatoirement ça vous prend aux tripes et puis il n'y a rien à faire. Hein.
Ça, c'est trop dur, c'est trop fort. Hein. Ah non, ça c'est inimaginable. Hein. Inimaginable. On essaye de ne pas y penser, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les policiers savent qu'ils ont affaire à un psychopathe silencieux. C'est un taiseux. Et Monique Olivier, elle aussi, se tait. Alors ils viennent ici à Sarcustine, dans son jardin, et ils amènent la pelleteuse. Ils vont fouiller, malheureusement sur 1 mètre seulement. Alors que dans les Ardennes françaises, à Sautoux, ils ont fouillé sur 3 mètres et ils ont retrouvé 2 cadavres. Ici, aucun cadavre. Mais peut-être qu'au moment où je parle, il y en a sous mes pieds. Souvenez-vous, en 90, après le meurtre de Natacha Danet, Fourniret raconte aux enquêteurs qu'il a connu ce qu'il appelle une période d'abstinence. Mais personne ne le croit car Monique Olivier l'affirme, son mari lui disait avoir besoin de chasser de jeunes vierges 2 fois par an. Une quête obsessionnelle qui aurait donc pris fin brutalement. Je dois dire que je n'y crois pas une minute. Ce serait bien la première fois qu'on verrait un tueur en série aussi organisé que lui s'arrêter volontairement de faire quelque chose qui lui procure par ailleurs de grandes satisfactions. Et nous avons encore de sérieux doutes sur des faits en Belgique d'enlèvement d'enfants, de disparitions qui sont toujours actuellement à l'instruction à Dinan et pour lesquels nous n'avançons pas. Et je pense que du côté français également, on se pose encore beaucoup de questions et qu'on n'a plus du tout cette collaboration qu'il a pu donner dans un premier temps quand Madame Olivier a fait ses révélations. Contrairement à son mari, Monique Olivier semble, depuis peu, vouloir collaborer. Le 14 février 2005, voilà qu'elle avoue brusquement des nouveaux meurtres. Elle parle de jeunes filles disparues dans Lyon entre 88 et 90. Elle donne des détails précis qui ressemblent fort aux affaires Marie-Angèle Domès, disparue le 8 juillet 88 à Migène. Le corps n'a jamais été retrouvé. Elle évoque aussi l'affaire Johanna Parrish, dont le cadavre a été repêché dans Lyon, près d'Auxerre, le 17 mai 90. Mais aucun témoignage, aucune preuve ADN n'ont permis à ce jour d'établir un lien avec Fourniret. Pour les policiers, les nombreux silences du tueur sont difficiles à vivre. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. On quittera ce dossier avec des points d'interrogation, c'est certain. Hein. C'est pas... Il n'y a que lui qui a la clé ou sa femme, s'ils n'ont pas décidé de nous les donner, les clés, on partira sur des points d'interrogation. C'est une certitude. Fourniret garde ses secrets. Mais surgissent des éléments troublants, notamment dans l'affaire Estelle Mouzin, disparue à Guermantes, le 9 janvier 2003. En effet, Fourniret se rendait régulièrement dans la région pour y rendre visite à l'une de ses filles qui y habite. Les policiers ont aussi retrouvé une photo de la petite Estelle dans l'ordinateur du tueur. Le couple a d'abord nié ce meurtre et la police, elle, n'a pas retrouvé de traces ADN. Pourtant, le 18 juin 2007, Fourniret réclame de comparaître pour ces 3 disparitions. Selon plusieurs sources proches du dossier, c'était là une ultime manipulation pour repousser son procès. Mais la justice a tranché. Pour tenir les délais, il fallait qu'on juge les affaires élucidées et qu'on laisse de côté tout ce qui n'était que conjecture ou affaire en cours d'instruction. Malheureusement, le dossier Johanna Parrish, le dossier Marie-Angèle Domès ou le dossier Estelle Mouzin font partie de ceci. Mais il y en a certainement d'autres. Ces autres affaires non élucidées, une trentaine au moins, sont en cours d'analyse. Policiers et gendarmes les confrontent au déplacement du couple des années 90 à 2003. Des recherches qui prennent du temps. Du coup, le procès qui doit débuter le 27 mars à Charleville-Mézières ne portera que sur 7 homicides et une dizaine de tentatives de viol. Mais ce rendez-vous est aussi important pour les familles de victimes que pour les magistrats. Alors, le procès qui va se tenir en mars 2008 a de nombreux enjeux importants. D'abord, le premier, le plus important, c'est de rendre justice aux victimes de Michel Fourniret et donc de le faire condamner et lourdement. Ça, c'est le premier enjeu qui est quand même fondamental. Et quand je dis Michel Fourniret, je pense aussi, bien sûr, à Monique Olivier, dont la responsabilité, à mes yeux, est largement équivalente. Ensuite, le deuxième enjeu, ça va être de faire la démonstration que la justice, même si elle a du mal, même si elle a pu commettre des erreurs, est capable, à la fin, d'arriver à un résultat. L'issue du procès laisse peu de doute sur le sort qu'on réserve à Fourniret. La perpétuité, c'est évident. En revanche, le rôle encore flou de son épouse dans certains de ses crimes sera l'objet de toute l'attention des magistrats et des jurés. Pour l'avocat de Monique Olivier, en tout cas, l'axe de défense est simple. Elle a été soumise et manipulée. C'est ce que dit Michel Fourniret lui-même devant les juges d'instruction. Il dit mais elle était là, elle était comme un objet. Moi je l'utilisais et puis après j'ai plus eu besoin d'elle et puis j'ai fait autrement. Donc c'est le rôle d'un objet. Ni plus ni moins. Les experts confirment d'ailleurs qu'il n'y a pas de son côté de participation dont elle retirait un certain plaisir ou une volonté. Et c'est pas confirmé par les expertises. Alors que Michel Fourniret a un plaisir, il a une perversité. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir une vision
caricaturale de leur relation. Ils sont deux, et l'un et l'autre vont intervenir dans le passage à l'acte. Ils ont chacun leur rôle, et le rôle de l'un, la présence de l'autre, sont aussi importants. Le couple qui s'est forgé dans le culte du mal prendra place ici. Mais Monique et Michel sont aujourd'hui en plein conflit ouvert. Cette dégradation de leur relation laisse craindre des incidents au cours du procès. Madame Olivier craint de rencontrer Fourniret, elle en a peur. Moi, à titre professionnel, je le crains parce qu'on ne sait jamais comment il peut partir dans des délires, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut sortir. Voilà, pour le moment, il a confirmé ce que disait Madame Olivier. Bon, il y a des points de désaccord éventuellement, parce qu'il aime bien avoir la maîtrise du jeu. Mais à une audience, on ne sait pas. S'il y a une volonté de faire du mal aux victimes le jour de l'audience. Oui, est-ce que vous voulez que j'anticipe ça moi, ma cliente, elle est sur le même banc, dans le même box. Voilà, bien sûr qu'on appréhende ce que peut faire cet homme-là tout le temps. Cette incertitude est très difficile à vivre pour les familles des victimes. Michel Fourniret a annoncé qu'il n'avait rien à faire de son procès. Il a congédié ses avocats français, tenant à dominer la situation de bout en bout. La continuation de la démarche d'expression de sa perversion, elle se fait maintenant au travers des mots qu'il a pour les victimes. C'est-à-dire qu'un des exemples, ça a été d'expliquer que ce qu'il a fait, c'était vraiment abominable et qu'il mériterait la peine de mort. Que d'ailleurs, ce qui serait encore mieux que la peine de mort, ce serait la peine de mort infligée directement par la victime. Et il a imaginé un scénario dans le cadre duquel chacune des victimes prendrait part à sa mise à mort. Et d'ajouter, mais malheureusement, ça n'existe plus en France et donc ça n'est pas possible. Alors, est-ce que c'est un mot pour les victimes ou est-ce que c'est l'expression d'une toute-puissance qui se poursuit ? En attendant le procès, Michel Fourniret n'a qu'une crainte. C'est que sa compagne, Monique Olivier, ne lui ravisse la vedette au moment du procès. Car ça pourrait bien être surtout le procès de Monique Olivier. Ce qui déplairait à Fourniret, qui lui aime être au centre du jeu. Il n'a pas du tout envie que les sunlights ne brillent que pour Monique Olivier. Comment Michel Fourniret va-t-il réagir à cet affront? Va-t-il en profiter pour transformer son procès en véritable show, histoire d'asséner quelques nouvelles vérités, d'inventer quelques nouvelles pistes pour fourvoyer à nouveau les enquêteurs? Espérons que non. Ou alors il peut aussi faire le récalcitrant, faire semblant de dormir comme il l'a fait devant les enquêteurs. Avec lui, tout est possible. En tout cas, espérons que cette affaire se terminera et qu'elle ouvrira d'autres procès, de façon à ce qu'on sache qui est arrivé aux nombreuses victimes qui ont jalonné la route de Michel Fourniret.